je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je suis Julien Chapdelaine, je suis conseiller stratégique médias sociaux pour les fonds de recherche du Québec et j'agirai en tant qu'animateur aujourd'hui avec grand plaisir d'être avec vous, bien sûr, pour cette activité qui mettra les projecteurs sur le plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, autant du niveau de l'administration de la recherche, des chercheurs également, mais également des étudiants. Donc, la relève est avec nous aujourd'hui. Donc, un sujet qui touche toutes les strates de la communauté de la recherche. On vous en remercie. J'enchaîne d'emblée en saluant nos invités qui sont avec nous, nos panélistes qui prendront la parole aujourd'hui. Monsieur Rémi Quirion, bonjour. Donc, le micro à Rémi va s'allumer tantôt, donc on va le saluer. Donc, Rémi, bonjour. Madame Janice Bellé, qui est directrice scientifique du Fonds de nature technologie. Bonjour, Janice. Bonjour tout le monde. Allô. Et la directrice des affaires éthiques et juridiques, Mylène Deschênes. Bonjour. Bon, Rémi, tu peux dire bonjour, là, ton micro est revenu. Maintenant, le micro est live, comme on dit en bon franglais. Exactement. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être avec nous. Et dans quelques instants, vous pourrez visionner le mot que le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, nous a préparé. Ça va suivre dans quelques instants. J'ai quelques précisions d'usage pour vous préparer à ce webinaire, bien sûr. Vous savez que tout ça est enregistré, que ça sera disponible par la suite sur notre chaîne YouTube des fonds de recherche du Québec. Et comme c'est un webinaire, votre caméra est éteinte, le son également, et votre son est inactif. Vous ne pouvez pas communiquer avec nous verbalement. Toutefois, vous avez l'outil questions-réponses que vous pense que maîtrisez bien aujourd'hui, depuis le mois de mars dernier, donc le question-réponse qui est en bas de l'écran. Nous avons bien sûr prévu du temps pour vous lire, pour répondre à vos questions. Emmanuel, notre collègue que vous pourrez entendre par moment, se chargera de poser les questions qui proviennent de l'audience. Alors voilà pour les explications d'usage. Si vous désirez comprendre dans quel contexte plus large s'inscrit le plan d'action, si vous désirez comprendre comment il peut vous aider à atténuer les impacts environnementaux de vos recherches, comprendre aussi son impact pour les administrateurs de la recherche, vous êtes nombreux, et finalement comprendre pourquoi ce plan d'action est aussi important pour notre organisation, bien restez en ligne parce que nous répondrons à ces questions tout au long des minutes qui vont suivre. Pour débuter, nous sommes ravis que le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, ait accepté de nous partager sa vision du plan d'action, comment il s'insère dans la grande stratégie de développement durable du gouvernement du Québec, avec une courte vidéo qu'il a préenregistrée. Bonjour, mesdames et messieurs. Un salut tout particulier à monsieur le scientifique en chef, monsieur Rémi Quirion, aux directrices scientifiques des fonds de recherche du Québec et à leur personnel. Au nom de tous les Québécois, je veux leur souhaiter tout le succès possible dans la réalisation de leur plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche. Au Québec, nous faisons le choix de nous appuyer sur la science et sur les chercheuses et chercheurs du Québec pour prendre des décisions éclairées. C'est le cas pour la gestion de la pandémie. C'est aussi le cas lorsqu'il est question d'environnement. L'avis des scientifiques occupe une place prépondérante, notamment dans les travaux d'élaboration de la nouvelle stratégie gouvernementale de développement durable pour 2022-2027. Les fonds de recherche du Québec sont d'ailleurs membres du comité directeur de l'instance de concertation du plus haut niveau en développement durable du gouvernement du Québec. Cette stratégie prévoit que les ministères et organismes intègrent les principes de développement durable au sein de leurs activités et processus. Le plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche est un exemple de l'application de ce principe aux activités d'organismes gouvernementaux. Pourquoi? Parce qu'il incite les chercheurs financés par les fonds de recherche du Québec à tenir compte des impacts de leurs activités de recherche sur l'environnement, mais également sur les deux autres dimensions du développement durable, à savoir le social et l'économique. Il constitue une application exemplaire des mécanismes de gouvernance de développement durable au Québec. J'ai été particulièrement intéressé par l'outil d'aide à la décision que les fonds de recherche ont mis au point et c'est le premier du genre, me dit-on. Il s'agit d'un outil qui, j'en suis sûr, sera très utile au monde de la recherche en permettant aux chercheurs de déterminer les exigences environnementales à respecter dans le cadre de leur projet de recherche. Cet outil couvre les lois et règlements québécois les plus pertinents, dont la loi sur la qualité de l'environnement qui constitue la pièce maîtresse de la législation québécoise en matière environnementale.
Cette loi et ses règlements ont été revus de fond en comble au cours des dernières années. Le régime d'autorisation environnementale présente maintenant plus de clarté et plus de prévisibilité pour tous les initiateurs de projets, dont les chercheurs et pour tous les citoyennes et citoyens du Québec. Le monde de la recherche constitue un secteur à l'avant-garde du développement durable de notre société et je suis très heureux de constater que par l'entremise de l'initiative des fonds de recherche du Québec, il existe un processus formel permettant aux chercheurs de rendre compte de leurs applications concrètes et positives des principes de développement durable dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Je suis également heureux de constater qu'en 2021, la loi sur le développement durable suscite toujours l'engagement et l'innovation au sein des ministères et organismes chargés de sa mise en œuvre. Je félicite les fonds de recherche du Québec et le scientifique en chef pour le lancement du plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche. Si l'État doit montrer l'exemple dans tous ses champs d'activité, il n'en reste pas moins que la protection de l'environnement est une responsabilité partagée par tous les secteurs de la société. Alors, bon succès à ce plan. Grâce à lui, le milieu de la recherche pourra bientôt participer encore plus activement à penser le Québec de demain durablement. Bonne année 2021. Donc, merci beaucoup à Benoît Charette d'avoir pris le temps de nous partager sa vision. J'inviterai maintenant le scientifique en chef, Rémi Quirion, à nous présenter la sienne, celle des FRQ, afin de mieux comprendre dans quel contexte s'inscrit ce plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche. Rémi, à toi la parole. Bon, ça va, vous m'entendez bien? Très bien. Donc, merci Julien et salutations là, à Janice, salutations à Mylène. On se voit toujours par vidéo, par Zoom à distance avec cette pandémie. Donc, on a très hâte de tous se revoir en personne. Donc, à tous les collègues, tous les partenaires des fonds de recherche du Québec qui sont avec nous, meilleures salutations. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer le lancement d'un document des plus importants et des plus significatifs, soit le plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche des fonds de recherche du Québec. Possiblement une première mondiale pour un organisme de financement de la recherche, tout de même un peu surprenant en 2021. Tel que mentionné par le ministre, depuis plusieurs années déjà, les fonds de recherche du Québec sont reconnus parmi les leaders au gouvernement du Québec en ce qui concerne la loi sur le développement durable et sur le rôle actif que les fonds de recherche jouent dans la stratégie gouvernementale de développement durable et la nouvelle mouture qui est en cours, comme il a été mentionné par le ministre. Et ici, je voudrais saluer la contribution exceptionnelle d'Élisabeth Garin et son équipe qui travaillent très fort dans ce secteur. Nous sommes aussi très préoccupés au Fonds de recherche du Québec par les grands objectifs de développement durable des Nations unies. Et on veut prendre un leadership à cet égard. Donc, au cours des prochains mois, vous allez très certainement entendre parler de nous par rapport aux grands objectifs de développement durable des Nations unies et le rôle que le Québec, que les chercheurs du Québec peuvent jouer à cet égard. Le lancement aujourd'hui de notre plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche s'inscrit dans ce contexte et s'applique à tous les secteurs de recherche financés par les trois fonds. Donc, je répète, s'applique à tous les secteurs de recherche financés par les trois fonds. Toute programmation de recherche est susceptible d'avoir des impacts sur l'environnement. Il est essentiel que tous les chercheurs, que toutes les chercheuses en soient pleinement conscients, d'où l'élaboration de notre plan d'action. Depuis maintenant 2015, beaucoup de réflexions et de consultations ont été effectuées, en particulier par le Comité sur l'éthique et l'intégration scientifique du Fonds de recherche Québec Nature et Technologie. J'aimerais ici tout particulièrement remercier Maryse Lassonde et François Gagnon. Maryse était directrice scientifique du Fonds Nature et Technologie et François, président du comité d'éthique durant cette période,
de même que Mylène Deschênes pour leur implication soutenue dans ce dossier, et ce sur plusieurs années. Maintenant, Janice Bailey et Yves Moffett ont pris la relève de Maryse et de François. Merci aussi à la firme d'avocats Fasken qui nous ont permis de bénéficier de leurs expertises sur les enjeux juridiques et de développer un outil novateur d'aide à la décision, comme ça a été mentionné par le ministre. Le plan d'action vise à sensibiliser la communauté scientifique aux impacts environnementaux de leurs recherches et les invite à prendre des mesures pour les minimiser. Le plan d'action favorise la production de savoir dans le respect de l'environnement. Le plan d'action s'appuie sur l'encadrement légal actuel. Il n'ajoute donc pas de niveau décisionnel ni de restrictions environnementales. Il demande toutefois la mise en place de mesures de mitigation de certaines situations. Le plan d'action est un outil de sensibilisation de la communauté scientifique et les fonds de recherche du Québec vous appuieront. Les fonds de recherche du Québec seront en soutien. Comme ça a été mentionné il y a quelques minutes, les FRQ ont développé un outil afin de faciliter l'identification des exigences légales touchant les autorisations environnementales à obtenir pour divers types de projets. Le plan d'action contient aussi un énoncé de principes visant à faciliter une approche responsable en environnement pour tout projet de recherche. Le plan d'action contient 4 étapes et Mylène Deschênes nous donnera beaucoup plus d'informations et plus de détails dans quelques minutes sur ces 4 grands chantiers. Nous vous invitons donc à prendre connaissance du plan d'action, à le faire vôtre, à comprendre et à connaître les outils qui l'accompagnent afin de réduire le plus possible l'empreinte environnementale de vos recherches. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. Nous sommes là pour vous appuyer, pour vous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Le message est entendu. Justement, vous avez ouvert la porte à aller dans les détails, mais c'est avec Mylène Deschênes que nous irons dans les détails pour savoir comment s'opérationnise ce plan d'action-là, les impacts de ce plan. Par exemple, lorsque vient le temps de déposer ou d'approuver une demande de subvention ou de bourse. Donc, Mylène, je t'invite bien sûr à partager ton écran et à commencer tranquillement ta présentation. Vous pouvez toujours écrire vos questions dans l'espace questions-réponses. Je pense que l'ensemble de nos invités resteront jusqu'à la fin. Donc, si vous adressez la question à M. Quirion ou à Mylène, ils feront un plaisir d'y répondre par la suite. Donc, Mylène. Alors, bonjour tout le monde. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. C'était pour nous un rendez-vous attendu de longue date. Je vais partager mon écran sans plus tarder pour que vous puissiez voir ma présentation PowerPoint et je vais revenir dans un petit instant juste pour être sûr que tout fonctionne bien. Ce ne sera pas long. Excellent. Donc, écoutez, le plan d'action qu'on vous propose aujourd'hui trouve ses racines dans la conduite responsable en recherche. Vous m'avez sûrement entendu parler de cet aspect important, de cette dimension importante pour les fonds de recherche. La réflexion continue sur comment on mène nos activités de recherche, puis comment, au niveau de l'excellence, on s'attend à ce que tous et chacun fassent en sorte de faire de la recherche le mieux possible. Et dans ce cas-ci, bien, ici, on va s'intéresser plus particulièrement aux questions du côté de l'environnement, sous l'angle de l'environnement. Ça s'inscrit aussi dans les efforts collectifs. Et là, quand je parle collectif, je parle en fond de la société au niveau de la protection de l'environnement. Les citoyens sont en marche, le gouvernement est en marche et je pense qu'il fallait démontrer d'une façon tangible comment aussi les chercheurs sont en marche au niveau de leur propre réflexion sur leurs activités de recherche. Et tout notre plan porte sur une attention plus particulière aux impacts potentiels de l'environnement, sur l'environnement, pardon, des activités de recherche. Donc, c'est vraiment un peu, je dirais, comment on place cette question-là.
Le déploiement a été progressif, le développement aussi. Ça fait déjà depuis 2017 qu'on réfléchit à cette question-là. Je vous dirais, dans ces premiers balbutiements, vous vous en rappelez peut-être pas, mais on avait mené une consultation publique sur une version préliminaire du document, fait un sondage, reçu des commentaires, même consulté certains experts qui généreusement nous ont accordé un petit peu de temps pour qu'on y voit plus clair dans ces questions-là. Je me permettrai de nommer quelques noms. C'est sûr que c'est impossible que je nomme tout le monde, mais je remercie entre autres Paul Allais, Joanne Patnaud, Laure Varidel, qui nous avaient aidés à l'époque à commencer à nous faire une tête là, sur cette idée-là. On a eu une phase pilote en 2018 et si vous avez fait des demandes de financement récemment auprès des fonds, vous avez déjà vu apparaître là, certaines questions qui étaient en lien avec l'environnement. En 2019, on a eu l'adoption du plan d'action comme tel par les conseils d'administration, puis on a commencé à débuter vraiment là, la collecte d'informations dans FRQNet, dans nos formulaires de demande de financement de recherche. Le plan d'action a été amendé un petit peu en 2020, notamment pour simplifier je dirais, nos niveaux de risque, et les simplifier, c'est-à-dire qu'on avait 3 niveaux, puis on est passé à 2. Et là, on est vraiment dans le déploiement complet. On est vraiment engagé à avoir une discussion avec vous, vraiment un dialogue pour peaufiner tout ça, mais vraiment se mettre en marche, là, comme je dirais, collectivement. Comme le disait Rémi, le plan comprend 4 étapes de mise en œuvre, puis on en embrasse déjà 3, qui est de promouvoir évidemment la préservation de l'environnement, de se sensibiliser collectivement, mutuellement à la responsabilité au niveau de nos activités de recherche et de réduire les impacts environnementaux de nos activités de recherche. On pourra éventuellement élargir notre concept pour y inclure vraiment toutes les notions comprises dans ce qu'on appelle du développement durable. Ça, ce sera dans une étape subséquente. L'objectif principal, c'est d'abord, bien sûr, de sensibiliser l'ensemble de la communauté scientifique aux impacts environnementaux de vos activités de recherche et de soutenir une conduite responsable qui tend à les minimiser. C'est très important, comme a mentionné Rémi, d'abord de mentionner qu'on prend appui sur le cadre légal actuel. Donc, de ce côté-là, c'est le Fonds de recherche du Québec n'ajoute rien. Vous avez tous et toutes peut-être des responsabilités en fonction de la nature des projets de recherche que vous menez. Et de ce côté-là, on veut juste s'assurer que tout se passe bien. Donc, il n'y a pas de nouveau de ce côté-là. La nouveauté va être plutôt au niveau de, tout à l'heure, je vais bien l'expliquer, de la réflexion qu'on souhaite susciter de ce côté-là. Les informations déclarées au fonds de recherche ne sont pas utilisées non plus au niveau de l'évaluation scientifique. Ça n'a pas d'impact pour la prise de décision en lien avec quels projets seront financés par les fonds de recherche du Québec. D'ailleurs, vous l'aurez constaté, les demandes, en fait, les demandes de détails en lien avec ce que vous souhaitez mettre en œuvre vont venir après qu'on a confirmé un octroi. Et la mise en œuvre ne fait pas appel au comité d'éthique à la recherche. D'ailleurs, on ne crée pas non plus de nouveaux comités décisionnels. Vous êtes dans le siège du conducteur pour le succès de cette politique-là. C'est plus vous qui êtes aux commandes en lien avec notre plan d'action par rapport à la réalisation de vos activités de recherche. Alors, en quoi ça consiste plus précisément? Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez fait une demande de financement récemment, vous avez déjà vu apparaître cette question-là, question qui est sur la page d'éthique, où on vous demande de déterminer le niveau de risque que votre projet puisse engendrer des impacts négatifs. Est-ce que c'est un risque minimal ou un risque plus que minimal? Donc, à cette étape-là, c'est une case à cocher, c'est pas trop compliqué. Mais on voulait déjà la mettre là parce que dans le design, dans le choix du design de votre étude, vous pourriez déjà penser à voir comment minimiser ces impacts-là, à voir comment vous pourriez ajuster votre projet de recherche pour qu'on en tienne compte. Si vous êtes financé, alors là, on passera à une deuxième étape. Avant l'acceptation, au moment de l'acceptation de l'octroi, on va vous demander d'indiquer les mesures d'atténuation que vous allez mettre en place si vous nous aviez dit que vous étiez dans un projet de recherche qui est à risque plus que minimal. On va vous demander aussi de nous indiquer les mesures à déployer pour répondre aux exigences légales qui vous sont imposées par la loi de toute façon, là encore pour tenter de minimiser ou de contrôler les impacts environnementaux.
En ce qui concerne les mesures d'atténuation, c'est peut-être des choses que vous faites déjà, mais c'est important de les documenter. C'est important de s'asseoir, d'y réfléchir et de les documenter parce que c'est à ce moment-là qu'on peut prendre acte de tous les efforts, du caractère responsable et des choix conscients qui sont faits pour protéger l'environnement. Donc, je pense que c'est cette étape-là qui nous intéresse plus particulièrement. C'est un engagement pour vous-même, puis pour votre établissement, puis pour votre communauté face à vos propres travaux de recherche. Dans FRQNet, cette information-là sera mise à la disposition de votre établissement de rattachement ou de l'établissement gestionnaire. Et pour les FRQ, c'est sûr que nous allons prendre connaissance de ces documents-là. D'ailleurs, on avait déjà commencé à regarder dans nos étapes pilotes qu'est-ce que vous répondiez à ces questions-là. Il est possible donc qu'on pose des questions, qu'on vous appelle, qu'on essaie de mieux un peu comprendre ce qui est mis en œuvre à ce niveau-là. Et on voit dans une phase subséquente, on pense que ce serait intéressant, par exemple, de reprendre certaines de vos bonnes idées de mesures d'atténuation et, évidemment, sans indiquer le nom du chercheur ou quoi que ce soit, de les mettre à la disposition sur les sites web de façon à inspirer d'autres chercheurs, de façon à émuler, disons, une prise de conscience, mais bien sûr une mise en œuvre de mesures d'atténuation qui vont nous aider collectivement à mieux contrôler ces impacts-là. Ici, je souhaite illustrer un peu de quoi on parle quand on parle risque minimal, risque plus que minimal. Donc, quand on vous demande d'évaluer, vous pouvez d'abord dire, bien, moi, je suis dans un contexte où le risque qu'il y ait que l'impact, en fait, soit ce qu'on va appeler minimal. Et dans ces situations-là, il n'y a pas de mesure, on ne va pas vous demander de nous décrire quoi que ce soit supplémentaire. Vous aurez simplement, comme n'importe quelle personne, à demeurer aux aguets pendant la réalisation de votre projet de recherche. Mais on s'intéresse aux situations où le risque est plus que minimal. Et dans ces situations-là, il y a deux tranches d'événements. La première, c'est est-ce qu'il y a une exigence légale environnementale, comme je le disais? Et dans ces cas-là, évidemment, il faudra répondre aux attentes que les lois au niveau du Québec, peut-être même au niveau fédéral, dépendamment de la nature de vos activités de recherche, exigent de vous. Mais la tranche du milieu est celle qui nous intéresse peut-être le plus parce qu'en fait, c'est là où on fait un pas de plus. On va au-delà du strict respect des exigences de la loi pour vraiment démontrer une approche éthique et responsable en recherche à l'égard de l'environnement. C'est dans cette section-là que votre initiative, vos initiatives, où vous allez dire, bon, qu'est-ce que je mets en œuvre pour justement diminuer les impacts de mon activité de recherche? C'est là où on a vraiment une contribution originale. C'est là où il y a l'opportunité de faire toute la démonstration de ce que je sais que plusieurs chercheurs font, mais là, on va vraiment s'assurer que dans tous les projets de recherche, on se pose la question, ou en tout cas tous les projets où le risque est plus que minimal, et qu'on fait vraiment l'effort de mettre en commun, de mettre en œuvre, pardon, toutes ces mesures-là. Pour vous aider dans ce côté-là, on a plusieurs outils d'accompagnement. Nos sites web ont déjà été alimentés de ce côté-là. Je vous parle des différents outils qu'on a mis à votre disposition. D'abord, il y a une foire aux questions qui contient déjà plus de 29 questions-réponses pour vous aider à réfléchir. C'est vraiment le document qu'on a peaufiné en détail. Il est, je dirais, tout chaud sorti de différentes validations, mais ce document-là, le FAQ, va vraiment continuer d'être alimenté au cours de la prochaine année de vos questions puis des échanges qu'on aura avec vous. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil régulièrement. On aura aussi, c'est déjà en ligne, des tableaux d'exemple de ce que ça veut dire le risque minimal, le risque plus que minimal. On parle de quoi exactement? Si je vous donne un exemple, disons que je suis un chercheur du côté société-culture, je m'intéresse à la santé mentale et à l'impact de l'environnement, de nos environnements urbains sur la santé mentale, donc peut-être des parcs. Si je fais un projet de recherche où ce qui m'intéresse, disons, c'est l'aménagement physique de ces parcs-là, bien, en tout cas, l'impact environnemental, peut-être que je vais cocher justement qu'on est dans un dossier à risque minimal. Mais imaginons que ce qui m'intéresse dans mon projet de recherche, c'est l'environnement sonore et de mettre peut-être de la musique à différentes heures, à différents volumes dans les parcs. Bien, peut-être que là, il y aura des éléments à considérer au niveau des oiseaux ou de la faune dans ce parc-là pour lequel j'aurais pris certaines mesures, puis il vaudra la peine de les documenter dans mon document au moment de l'octroi, pardon.
Un autre outil que vous allez trouver, puis c'est là que je remercie encore la firme Pasken-Martineau et Maître Bondoc de nous avoir aidés d'avoir développé pour nous et gracieusement un outil d'aide à la décision qui est entièrement fondé sur les principales lois dont on doit tenir compte. C'est sûr que ça ne peut pas vous donner toutes les réponses, mais je pense que ça va vous mettre sur des pistes dans quelque chose qui parfois peut paraître un peu compliqué de commencer à regarder ces questions-là. C'est fait sous format question-réponse. Est-ce que mon activité est de telle nature? Si oui, attention, voici ce que vous devriez regarder. En tout cas, on espère que ça va vous aider, vous guider un peu à poser les bonnes questions, puis à être encore une fois aux aguets de ce qui pourrait être une exigence légale qui ne vient pas des fonds de recherche, mais pour lequel vous avez des éléments auxquels vous devez absolument vous conformer. Et évidemment, finalement, on vous invite bien sûr à lire le document du plan d'action. Le plan présente un guide pour vraiment amener plus loin la réflexion par rapport à ce qu'on souhaite protéger. Puis, j'en prends un petit extrait dans l'énoncé de principe. On a une section où on décrit ce qu'on vise à faire. Puis, on vise justement une réduction de la probabilité, de la fréquence des impacts de la recherche sur l'environnement. On veut aussi une plus faible ampleur ou intensité de ces impacts-là, une meilleure compréhension des interactions possibles entre le contexte de la recherche et le milieu de la recherche, le déploiement de mesures alternatives afin de réduire les impacts environnementaux de la recherche, puis l'idée de se partager nos bons coups, nos bonnes idées, justement, pour réduire les impacts sur l'environnement. Et finalement, bien sûr, le respect des exigences légales. Comme je vous disais, les normes qui sont prescrites, il faut bien sûr s'assurer de les respecter. On vous invite à un webinaire et après, à la fin de notre discussion d'aujourd'hui, vous aurez la possibilité d'aller directement sur un site web pour vous inscrire. On vous invite à un webinaire soit le 17 ou le 23 mars où là, on entrera encore dans plus de détails en lien avec ce plan d'action-là. On répondra à d'autres questions que vous pourriez avoir d'ici là. Et bien sûr, on va entrer dans vraiment les aspects pratico-pratiques. On va regarder le tableau, par exemple, avec vous au sujet de risque minimal, risque plus que minimal, pour vous aider dans cette démarche-là. Permettez-moi de prendre 5 secondes pour remercier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, mais dans mon équipe, toute l'équipe a été mise à contribution, mais 2 personnes que je dois mentionner particulièrement, Catherine Olivier qui a été conseillère à l'éthique chez nous, et Emmanuel Lévesque qui a pris le relais récemment. Sans ces 2 personnes-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je remercie toute l'équipe des communications, des fonds de recherche là, qui nous appuient là, dans cette présentation-là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je recède la parole à Julien. Beau travail, Mylène. Hein, tu as remercié beaucoup de monde. Ben, moi, je pense que je te remercie. Je te félicite aussi pour ce travail-là de longue haleine. Depuis longtemps que vous travaillez là-dessus et maintenant, c'est un peu un aboutissement. Donc, félicitations. On va aller à quelques questions. Il y en a déjà en banque. Donc, je vais demander à Emmanuel un peu de nous faire la porte-parole des gens qui sont en ligne et qui souhaitent te questionner Mylène. Peut-être d'ouvrir le micro à Mylène, bien sûr. Bonjour Julien. Alors oui, on a 170 participants en ligne, donc on a plusieurs questions. Certaines ne sont pas apparues dans l'outil, mais moi je les vois là, sur mon écran. Alors Mylène, une des premières questions qu'on se demandait, les gens avaient beaucoup de questions entre la distinction, le risque minimal et plus que minimal, et comment les chercheurs vont pouvoir faire, quels outils sont là pour les aider à distinguer les deux. Merci pour la question. En fait, la notion de risque minimal va se rapprocher on va s'intéresser, en fait, pour le risque minimal, on va penser à quels sont les risques de la vie de tous les jours ou qui font partie de la vie ordinaire. Donc, ça va faire partie du risque minimal. Ou par exemple, si vous arrivez vous êtes observateur dans un projet de recherche d'une situation qui est là et votre activité de chercheur n'ajoute rien, vous ne faites qu'observer, on demeure dans du risque minimal. Dans le risque plus que minimal, là, on va soit en ajouter une couche, on va apposer une action où vraiment on a l'impression qu'on rajoute à ce niveau-là, ou on va être au-dessus de ce qu'un citoyen normal ferait en termes de, je ne sais pas moi, d'utilisation d'eau potable ou d'utilisation de certains
de certains moyens de transport. Donc, on va être comme, on va sentir que vraiment, on est au-dessus. Si de toute façon, pour se rendre au travail, vous prenez votre voiture, on ne va pas considérer cet aspect-là. Mais s'il faut déployer toute une flotte, une équipe où il va y avoir plusieurs camions, plusieurs voitures, bien là, il y a peut-être quelque chose, on va probablement passer justement au-dessus de ce seuil de risque minimal-là. Et si je peux mentionner, juste dire, l'outil qui est en ligne avait justement pour but de donner des cas pratico-pratiques où on voit un exemple de risque minimal, puis le même projet de recherche au-dessus du risque minimal. On a eu beaucoup de séances de brainstorming en équipe pour justement essayer de tracer cette ligne-là. Ce ne sera pas une ligne à 100%. Puis nous, le fond, on ne va pas commencer à dire, bon, bien, la ligne, elle était ici ou elle était là. Je pense que ça fait partie justement de cette auto-évaluation-là où on se dit, OK, est-ce qu'on est au-dessus? Puis là, il faut vraiment qu'on pense à comment on peut minimiser les impacts de la recherche où bien, ça fait partie, là, disons, de la vie courante de tous les jours. Puis non, on n'est pas en train de, par nos activités de recherche, d'en rajouter une couche. Parfait, c'est compris. Emmanuel? Oui, on a une question. Quelqu'un se demande, quand on évalue les impacts environnementaux, est-ce qu'on doit considérer les impacts environnementaux qui vont aller plus loin que la recherche, c'est-à-dire lorsqu'on va la déployer, l'innovation qui va être trouvée avec cette recherche-là, les changements dans la société? C'est intéressant. Merci pour la question. Je pense qu'on pourra réfléchir avec vous, mais je vous dirais d'emblée que pour l'instant, nous, on s'intéresse à l'activité de recherche que vous allez déployer au moment où vous faites votre projet de recherche pour une durée de 3 ans, disons, avec notre financement à nous. C'est sûr qu'on ne se cachera pas, là, les innovations après, quand elles sont pleinement déployées dans la société, peuvent amener des questions qu'il faut se poser. Mais je vous dirais, pour l'instant, nous, on s'en tient à cette première étape-là, qui est l'étape où vous, chercheurs, vous menez des activités, puis sans nécessairement se dire, bon, OK, dans 5 ans, quand tout le monde aura dans sa cour telle ou telle innovation qu'on a développée, quels en seront les impacts? Ceci dit, ce n'est pas pour vous dire de ne pas réfléchir à ça, mais je dirais que pour l'instant, on s'en tient à ça. Parfait, merci. Emmanuel, encore quelques autres questions. Il nous reste 13 minutes dans notre activité. Donc, quelques autres questions avant de passer à la parole avec Janice. Donc, je te laisse. Oui, il y a des gens qui se demandaient, travaillant dans les établissements, est-ce que les établissements, de quelle façon ils peuvent soutenir les chercheurs, aider les chercheurs dans ces changements-là qui sont faits au FRQ? Merci pour la question. Puis encore une fois, je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin quand on va faire le webinaire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'établissements de recherche qui ont déjà mis en œuvre ou qui ont déjà des plans pour prendre en charge certains impacts environnementaux. Et dans ces contextes-là, je pense que ça va être intéressant que les bureaux de la recherche rendent ça un peu plus visible pour les chercheurs. Parce que quand le chercheur ou la chercheuse va venir pour remplir son document, il y a déjà des choses qui sont peut-être prises en charge par l'établissement. Puis dans ce temps-là, on ne voudra pas que vous repreniez tout. Il suffira de nous dire, bien, dans mon établissement, il y a déjà quelque chose qui est mis en œuvre. Je vous donne un exemple. Si c'est des questions qui concernent la radioactivité, puis qu'il y a déjà une politique qui est en place, il y a déjà des mesures d'atténuation dans l'établissement, il y a déjà des mesures de sécurité, bien, pas besoin de tout reprendre ça, juste à dire, bien, dans mon établissement, les questions de radioactivité, c'est pris en charge et voici. T'sais. Donc, je pense que d'aider les chercheurs à mieux repérer ce que l'établissement fait déjà d'emblée, ce sera très aidant. Puis, je pense qu'on va aussi beaucoup réfléchir avec les bureaux de la recherche à essayer de peaufiner nos outils en fonction des activités de recherche qui sont menées dans vos établissements à vous. On sait que chacun a ses domaines d'expertise. Donc, je pense que là aussi, on va être intéressé d'être en interaction avec les bureaux de la recherche pour bonifier, en fait, nos tableaux de risque minimal ou d'ajouter des idées de mesures d'atténuation qui aident à démontrer jusqu'à quel point les chercheurs prennent soin de l'environnement quand ils mènent des activités de recherche. Parfait. Emmanuel, encore plusieurs questions qui s'accumulent dans le questions-réponses. On peut peut-être prendre ceux... Oui, lorsqu'on parle d'exigences légales, est-ce qu'on vise que les exigences québécoises, par exemple, la loi sur la qualité de l'environnement, ou on vise aussi ce qui est ailleurs pour une recherche qui serait pan-canadienne, par exemple?
Alors oui, il faut prendre en compte aussi les exigences canadiennes. Si vous menez, par exemple, des activités de recherche qui concernent certains animaux de la faune qui sont nommés dans les lois fédérales, vous aurez des exigences à ce niveau-là. Et même si vous faites la recherche en territoire du Québec ou que vous êtes avec du financement des fonds de recherche du Québec, il faut respecter, bien sûr, les exigences fédérales et dans les outils qu'on vous propose, ou en tout cas les outils légaux qui ont été rédigés d'aide à la décision, on a considéré aussi certains aspects là, au niveau canadien. Donc, oui, il faut considérer l'ensemble. Puis, si jamais, je me permettrais d'ajouter qu'en éthique de la recherche, si jamais vous alliez mener aussi des activités de recherche à l'extérieur du pays, bien sûr, nos outils ne se rendent pas jusque-là au niveau de l'aide à la prise de décision, mais je pense qu'au niveau de l'excellence en recherche puis des attentes de la conduite responsable en recherche, il faudrait aussi s'intéresser au cadre juridique ailleurs, puis aux attentes éthiques ailleurs, telles que vous le feriez ici. Puis Mylène, les webinaires que vous avez prévus le 17 mars et le 23 mars, est-ce qu'ils s'adressent au bureau de la recherche spécifiquement ou les chercheurs peuvent y participer? Comment tu vois ça? On invite les deux en même temps. On s'est posé la question, on s'est dit, bon, est-ce qu'on fait 2 tables? Non, je pense que c'est mieux que tout le monde soit à la même table et qu'on puisse vraiment avoir des échanges en même temps avec les bureaux de la recherche et avec les chercheurs. Donc, tout le monde est convié et on a mis 2 séances pour permettre une plus grande flexibilité. Là, ce seront 2 séances distinctes. Parfait, merci. Emmanuel? Oui, on a beaucoup de commentaires et de prises de position sur les voyages en avion, notamment, qui soulèvent vraiment les passions, je dirais. Est-ce que le plan d'action des FRQ prend une position, soit en faveur ou contre ce type de déplacement-là pour des courtes périodes, par exemple? Ça pourrait être une mesure d'atténuation que vous, comme chercheur, choisissez de mettre dans votre plan en disant, écoutez, on a choisi de ne pas se réunir autant de fois et je pense que maintenant que tout le monde connaît Zoom, il y aura certainement plus de réunions Zoom qu'il n'y en a jamais eu. Mais le plan d'action n'a pas pour but de l'interdire ou de vous dire exactement, bon, ben voici ce qu'il faut faire. C'est justement quand je vous disais que vous êtes dans le siège du conducteur du succès de ce plan d'action-là, ce sont les mesures d'atténuation que vous mettrez en œuvre qui feront la différence. Donc, si vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée, les voyages en avion, ou que du moins que si on peut tendre à les diminuer, ce serait une belle contribution pour l'environnement. C'est justement le genre de choses qui nous intéressent dans votre document. Parfait. Je vais prendre une dernière question, Emmanuel, puis peut-être on pourra revenir à la fin s'il nous reste du temps pour d'autres questions envers Mylène ou Rémi ou Janice. Mais on a aussi une petite discussion à avoir avec Janice. Donc, Emmanuel, une dernière question pour l'instant. Est-ce que le niveau de risque environnemental d'un projet va avoir une influence sur ses chances d'être financé? Merci, parce que je veux absolument que ce soit complètement clair. La réponse, c'est non. Aucune influence. Le comité d'évaluation scientifique n'a pas cette info. Et de toute façon, au moment de l'évaluation, la seule chose que vous nous aurez coché, c'est on est-tu à risque minimal ou à risque plus que minimal? C'est tout ce qu'on en sait. On n'en sait pas plus. Donc, c'est après l'octroi, au moment de l'octroi, que vous allez nous donner plus d'informations. Puis c'est après l'octroi que mon équipe, ou en tout cas, qu'on pourra avoir peut-être des échanges avec vous. Mais il y a absolument, je veux que ce soit très clair, aucun impact sur l'évaluation scientifique. Les fonds de recherche ne sont pas en train de prendre une position où on se dirait qu'on veut, qu'on veut financer de la recherche qui est moins à risque. On veut juste que tous les chercheurs se mettent en marche pour essayer de minimiser les impacts environnementaux. C'est ça l'important pour nous. Je pense que le message est clair. Merci beaucoup, Mylène. Merci, Emmanuel, pour les questions. Peut-être pendant que je vais parler avec Janice, faire le tri ou choisir peut-être 1 ou 2 questions pour la fin de notre discussion, j'inviterai peut-être Janice, la directrice scientifique du Fonds Nature Technologie, à ouvrir sa caméra et son micro, ou à Lucie de le faire, bien sûr, pour continuer notre discussion. Bonjour, Janice. Allô, Julien, comment ça va? Ça va très bien. Intéressant tout ça, n'est-ce pas? Oui, c'est bien. Mais j'essaie d'imaginer comment les chercheurs perçoivent tout ça.
Oui, bien sûr. Janice Bailey, pour ceux qui ne la connaissent pas ou moins, était chercheuse pendant 25 ans à l'Université Laval au département des sciences animales, où elle a étudié la reproduction animale, plus spécifiquement aussi les impacts de certains polluants sur la reproduction animale. La discussion qu'on veut avoir avec toi, Janice, c'est plutôt de dire qu'est-ce que c'était à l'époque. C'est-à-dire, on te demande de remettre ton chapeau de chercheuse pour savoir justement, il y a 25 ans, Janice, là, comment tu décrirais la préoccupation environnementale dans ton laboratoire, dans tes demandes, dans tes expériences? Comment tu pourrais nous l'expliquer, nous la présenter il y a 25 ans? Il y a 25 ans, on ne pensait pas nécessairement à l'environnement comme tel, puis l'impact de nos projets de recherche. On pensait au niveau de l'impact plutôt auprès de nous, donc les produits dangereux. On veut pas, on a voulu vraiment protéger nos étudiantes, nos professionnels de recherche, nous-mêmes au laboratoire, ainsi que les animaux. Dans mon époque, c'était vraiment quelque chose de nouveau. C'était pour parler de la protection et l'utilisation humaine et éthique des animaux en laboratoire. Afin de les protéger, etc. Au niveau des produits chimiques, dans cette époque, on utilisait beaucoup les produits radioactifs. Donc, il y avait, ça se fait encore maintenant, mais moins qu'avant. Donc, il y avait tout un genre d'autorisation d'utiliser les produits radioactifs dangereux ainsi que les animaux vivants. Donc, le parallèle est un peu là parce que mais ce n'était pas au niveau de l'environnement comme tel. Donc, on a fait une évolution de la façon qu'on perçoit l'impact de la recherche. Parlons-en justement de cette évolution. Tu as suivi tes étudiants que tu as dirigés à la maîtrise, au doctorat, au postdoctorat. Maintenant, tu es directrice du Fonds Nature et Technologie. Est-ce que 25 ans plus tard, tu vois un changement dans la mentalité, dans la perception, dans la philosophie de la relève en recherche face à l'impact environnemental des activités de la recherche? Est-ce que tu le perçois? Pour moi, personnellement, sachant que j'ai passé toute ma vie dans la faculté des sciences de l'agriculture et alimentation, ainsi qu'aussi j'étais adjointe en médecine, j'ai vu un grand changement de la façon que les étudiants pensent au niveau de la responsabilité ou leur rôle pour protéger l'environnement. Puis, donc, en agriculture, comme produit les aliments de façon le plus consciente possible, etc., toujours en respectant l'environnement. Le concept de développement durable était plus en plus important. Puis la différence, sans vouloir offusquer les étudiantes il y a 25 ans versus les étudiants aujourd'hui ou lorsque j'ai terminé il y a quelques années, il y a une grosse différence. Ils sont beaucoup plus sensibilisés qu'ils ont été dans le passé. Merci beaucoup, Janice, de nous avoir partagé un peu une tranche de ton histoire. Je sais que le Fonds Nature et Technologie a beaucoup collaboré également à l'élaboration de ce plan-là. Je vais également demander à Lucie de nous afficher M. Quirion, Mylène, pour peut-être les dernières questions. Le temps file, 16h12 bientôt, pour prendre quelques questions. Je pense que vous avez plusieurs questions. On va mettre l'emphase là-dessus pour terminer. Donc, et peut-être que je vais passer la parole à Emmanuel, puis si Rémi, Mylène veulent faire des commentaires suite aux questions, n'hésitez surtout pas. On va y aller avec une première question du côté de Emmanuel. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt par rapport à la position, l'évolution de la société sur les impacts des voyages en avion. Peut-être de regarder quel est votre point de vue par rapport à la position que vont prendre les chercheurs, considérant qu'on va être à l'époque post-pandémie, puis qu'on a tous mis en œuvre le télétravail, puis on a découvert des façons différentes de travailler. Croyez-vous que ça va faire évoluer les mentalités sur cette position-là de l'utilisation du transport aérien? Moi, je pense que oui. Là, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui remplace le premier contact humain, de rencontrer des gens puis d'échanger avec eux. Mais après, au niveau, dans le temps, de la durée de nos projets de recherche puis de la durée des échanges,
l'intensité du nombre de voyages va certainement, je pense, être modifiée avec nos nouvelles façons de faire. Donc, je pense qu'on va trouver un équilibre là-dedans. Mais encore une fois, on va vous lire quand vous allez nous écrire sur la réduction de vos impacts, de comment vous choisissez de réduire les impacts environnementaux de vos projets de recherche. Et si vous êtes plusieurs à nous dire que c'est important pour vous dans ce que vous allez nous écrire, on va en tenir compte, nous aussi, là. Donc, c'est important pour nous, les signaux que les choix que vous faites, les signaux que vous allez nous envoyer dans ce document-là. Et je pourrais peut-être ajouter là, que plusieurs des congrès scientifiques, un peu partout dans le monde, dans tous les domaines, plusieurs vont rester virtuels, moitié virtuel, moitié en présentiel. Donc, décision de la part des chercheurs, de la part des étudiants, est-ce que j'y vais pas? Peut-être je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup moins de voyages qu'il y en a eu dans le passé. Et d'aller donner une conférence de 15 minutes à Paris et revenir aussi rapidement, probablement qu'on va diminuer beaucoup cette façon de faire-là. Peut-être ramasser un peu plus avant des voyages qui permet oui, d'aller pour un congrès, mais ajouter d'autres choses aussi. Donc, peut-être moins d'aller-retour comme ça. Mais encore une fois, comme Mylène le disait, on veut vous entendre, on veut vous écouter. Et bien sûr, nous, comme organisation de recherche au Québec, on va discuter avec les collègues au Canada et à l'international là-dessus aussi, les positions des différentes organisations de recherche. Parfait, merci à vous. Emmanuel, d'autres questions en rafale, si possible. Il reste quelques minutes, là, à moins que vous me permettez de dépasser la présentation de 5 minutes. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt. Je laisserai encore quelques questions avant de clore ça. Emmanuel? Je te propose une dernière question, Julien. Peut-être de voir, peut-être ça viserait plus Janice et Rémi. Qu'est-ce qu'ils conseilleraient à la relève scientifique qui pense se lancer dans de la recherche qui est à risque assez élevé pour l'environnement et qui peut-être hésite à se lancer dans un domaine comme ça? Moi, je peux commencer. Donc, pour un jeune chercheur qui veut lancer dans la recherche, qui pourra avoir des impacts importants, mais toujours dans le but de protéger l'environnement, je pense que notre but ici, c'est de trouver un équilibre entre le bénéfice de la recherche ainsi que protéger l'environnement. Le but, c'est vraiment sensibiliser. On comprend que des fois, il y aura les projets de recherche qui vont avoir les effets difficiles, mais on veut que ce soit pris en considération. C'est une sensibilisation. On ne dit pas oui, non, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas un jugement scientifique ici qu'on fait. OK? Donc, n'hésitez pas, faites ça. Puis, je pense que les jeunes chercheurs qui font ce genre de recherche, c'est parce qu'ils pensent au niveau le développement durable. Donc, c'est toujours bien. Donc, n'ayez pas peur. Rémi. Et je suis tout à fait d'accord avec Janice. J'ajouterais, par exemple, un projet de recherche, de façon différente d'extraire les terres rares et de le recycler par la suite. Tous les aspects d'économie circulaire, les terres rares, on va continuer à en avoir besoin. Pour un bon bout de temps, là, dans tous vos cellulaires, on a besoin de ce genre de terres rares-là. Mais peut-être qu'on peut faire des choses différemment et s'assurer, en utilisant des approches d'économie circulaire, qu'on diminue les impacts sur l'environnement. Donc, comme disait Janice, beaucoup de sensibilisation. Et si, comme étudiant, vous y pensez déjà à tout ça, c'est bien tant mieux. Julien n'est pas de son. Et novice. Mylène, peut-être un dernier mot pour clôturer la discussion là-dessus, puis je vais passer à la suite. Rémi disait que c'était novateur ce qu'on mettait en place. Puis parce que c'est tellement novateur, on va vouloir vraiment échanger avec vous. On va être à l'écoute, là. On n'est pas en train de lancer un ballon, puis au contraire, au cours de la prochaine année, on va avoir beaucoup d'échanges avec vous. Les documents qu'on a mis en ligne vont bouger parce qu'on va en tenir compte. Puis je pense que ça s'appelle un plan d'action. C'est vraiment quelque chose qu'on voit à long terme pour lequel on lance quelque chose puis qu'on veut travailler avec vous. Donc ce n'est qu'un début. Merci.
Donc, merci. Le ballon est donc lancé. Les FRQ sont en mode écoute, collaboratif également avec les chercheurs et l'administration de la recherche. Je vous remercie, Janice, Mylène, Rémi, de votre participation, mais également vous qui vous êtes connectés, bien sûr, autant au niveau de la recherche, la relève, les administrateurs, administratrices de la recherche d'être avec nous cet après-midi. J'en profite pour remercier Lucie, Véronique, Emmanuel qui étaient avec nous aujourd'hui pour la technique. Vous avez les informations dans les questions-réponses pour les webinaires, vous pourrez vous inscrire. Vous avez plus d'une trentaine de questions déjà répondues ou avec des éléments de réponse. Allez-y, le matériel est déjà là. Puis après, ce sera à vous de vous faire une stratégie, comment aborder vos communautés respectives là, pour faire passer le message. Donc, en mon nom, là, Julien Chapdelaine, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes sociales. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais sur les fonds de recherche du Québec, sur LinkedIn, notamment beaucoup d'informations. Donc, sur Twitter et Facebook et maintenant Instagram, le scientifique en chef est là pour vous. Donc, merci et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci.